y a un équilibre aussi à trouver entre ce qu'on a envie de faire et ce qui pourrait sembler être le plus optimal. C'est quand même le vélo, un sport qui demande énormément d'entraînement. Faut aimer ce qu'on fait, quoi. Si on n'aime pas l'entraînement, ça va pas être possible. Il y a un athlète qui a pas beaucoup de temps d'entraînement, mais vraiment qu'il a envie de mettre de la muscu parce que ça lui plaît et tout, et ben dans ce cas-là, on y va. Tu vois. Je vais pas lui dire, oh, bah non, t'as que 6 heures d'entraînement dans ta semaine, je préfère que tu fasses du vélo. Tu vois. Non, s'il a envie, bon, bah, il fait, et puis ça sera bien aussi. Tu vois. On ne peut pas avoir le test optimal pour toutes les mesures en un seul test. Donc, il va falloir faire des compromis et puis avoir un protocole qu'on va être sûr de reproduire, un protocole qui va nous donner un maximum de données en un minimum de temps. Pour gagner des courses, il va falloir être capable d'être bon sur les hautes intensités, c'est obligé. Donc, c'est un prérequis super important et dans ce cas-là, ouais, il faut la mesurer. Après, il faut, comme tu dis, c'est très, très dépendant du protocole. Ok Matt, nous sommes voilà sur le podcast, comment tu vas? Très bien, et toi? Super, c'est vraiment cool de t'avoir, ça fait très longtemps qu'on échange sur WhatsApp, sur Instagram et d'autres, donc finalement on se fait ce podcast ensemble. Euh, Enfin. enfin, exactement. Je te laisse te présenter Matt, vas-y. Ouais, bah alors moi du coup, j'ai aussi un podcast depuis pas mal de temps, depuis un an. C'est comme ça qu'on a commencé à échanger. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs quand c'est que je t'avais reçu, mais ça doit être à peu près à cette période-là aussi, il y a un an. Donc, tu vois, c'est marrant, hein. C'est marrant d'être sur ton podcast maintenant, c'est trop cool. Merci à toi pour l'invitation, ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, c'est cool. Moi, donc, je suis un passionné d'entraînement, de cyclisme surtout. Ça fait super longtemps que je fais du vélo. Donc c'est surtout ça un petit peu qui a guidé un petit peu mon évolution et maintenant, bah, voilà, qui je suis. Du coup, là, je m'intéresse beaucoup sur ce qu'est l'entraînement, la physiologie, euh, voilà, tout ça. Donc, pour l'instant, je suis encore étudiant du coup, en STAPS en France, du coup, du côté de Grenoble. Mhm. Donc voilà, je m'oriente sur tout ce qui est métier autour des sciences du sport. Et puis voilà, donc je travaille aussi en parallèle là, depuis le mois de juin avec Sport Testing, donc un laboratoire itinérant donc, qui fait du testing physio. Donc voilà, moi c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, je pense, dans les sciences du sport, là, tout ce qui est testing. Ça fait aussi pas mal de temps que j'ai mon appareil pour faire les tests de lactatémie. C'est pareil, ça doit faire à peu près un peu plus d'un an maintenant. Donc j'en ai fait pas mal depuis, pas mal de tests sur moi, sur pas mal de personnes, tout ça. Donc c'est cool. Moi, j'ai toujours été intéressé par avoir le côté pratique, le côté terrain aussi, et d'essayer de. Moi, je consomme pas mal de contenu, tu vois. J'écoute tes podcasts, je pense que je les ai presque tout écoutés. Voilà, j'écoute plein de choses et j'ai vraiment aussi envie de mettre en pratique derrière, quoi, de prendre des notes, tout ça, voilà, de ne pas consommer juste du contenu pour le consommer, tu vois, mais derrière en faire quelque chose, quoi. Mhm. Si on parle tout d'abord de ton entraînement en vélo, ça fait combien de temps que tu fais du cyclisme du coup? Ça fait vraiment longtemps. Après, vraiment en compétition, ça va être. Ouais, je commençais au niveau donc en compétition en cadet. Je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, je pense. Mhm. Donc maintenant, maintenant, on est 2022, donc j'ai 21 ans à peine. Je vais les avoir au mois de septembre. Donc ouais, ça fait pas tant de temps que ça en fait, hein, que je fais du cyclisme en compétition. J'ai pas commencé vraiment très très tôt. Il y en a qui commencent vraiment en école de vélo, vraiment quand ils sont tout jeunes, à moins de 10 ans. Voilà, j'ai toujours fait du vélo comme ça en loisir en famille. Mais vraiment, finalement, ça fait que voilà, 5-6 ans, enfin même un peu plus, que 6-7 ans que je fais du vélo en compétition, quoi. Tu t'écris tes propres planifications ou tu travailles avec quelqu'un là-dessus? Au début, mais du coup, je me suis toujours intéressé vraiment à l'entraînement, hein. Je me souviens, même quand j'étais en cadet, je lisais déjà pas mal de choses, tout ce que je pouvais trouver en français. J'étais limité au français, mais tout ce que je pouvais trouver en français, la chance d'avoir Internet quand même. Voilà, je suis une génération qui est née avec ça, donc d'être assez à l'aise avec Internet et de pouvoir un petit peu, voilà, trouver un petit peu ce qui m'intéressait. Hmm. Ouais, j'ai tout de suite commencé à réfléchir à l'entraînement. Même si au début, c'était pas trop ça. Et je me souviens avoir été accompagné par j'avais un cycliste pro qui était un de mes voisins, donc qui m'avait donné quelques petits conseils comme ça, parce que
ça allait plutôt bien à l'entraînement. Et les premières courses, quand tu commences le vélo, souvent ça fait un peu drôle, quoi. Tu tombes sur les premières courses en cadet. Il y en a du coup qui font du vélo déjà depuis peut-être 4-5 ans en compétition. Et même si j'étais plutôt pas mal à l'entraînement, les premières courses, tu prends cher, quoi. Donc c'est c'est là que tu te dis que bah, voilà, faut quand même s'appliquer aussi à l'entraînement. Et puis du coup, des cadets, ouais, je m'entraînais tout seul. Et puis après, j'ai eu un entraîneur finalement au cadet 2. C'est pareil, ça a été aussi une étape assez importante parce que cet entraîneur-là, donc, qui était à ce moment-là en train de faire passer une thèse, donc il était doctorant. Donc pour moi, c'était énorme, tu vois, d'avoir un mec comme ça. Moi, j'étais déjà vachement intéressé par les sciences du sport. Mhm. Donc ça me paraissait fou, tu vois. Et donc, ça m'a pas mal inspiré, hein, franchement. Moi, je me suis toujours dit, OK, ce gars-là, ce qu'il faisait, qui était un gars qui venait de pas très loin de chez moi, quoi. Donc, je me dis, putain, OK, c'est possible, quoi, de venir moi, je viens de la campagne, voilà, il y a pas, c'est pas, voilà, quoi, de se dire, OK, c'est possible d'atteindre le haut niveau et de faire des recherches, de vivre du sport, de vivre des sciences du sport et tout. Donc, voilà, c'est comme ça après que j'ai pu pas mal apprendre et tout, aux côtés de cette personne notamment qui m'entraînait. Donc voilà. Et aujourd'hui, du coup, c'est toi qui écris tes programmes ou tu as quelqu'un qui te suit encore? Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, ouais, je m'entraîne tout seul depuis 2019. Ça doit être ça. Donc ça va faire 2-3 ans que je m'entraîne tout seul. Pareil, là, je pense que maintenant, j'aurais du mal à me faire entraîner par quelqu'un, même si moi, ça me déplairait pas. Mais c'est que ouais, je teste vraiment beaucoup de choses sur moi et tout. Donc j'aime bien pouvoir, vu que je commence aussi à entraîner depuis quelques temps aussi d'autres personnes, j'aime bien tester un peu tout ce que je donne aux autres. Mhm. J'aime bien l'avoir testé sur moi avant et avoir fait quand même quelques cycles, tester les séances. Donc c'est pour ça que j'aurais du mal, je pense, à être entraîné par quelqu'un d'autre, enfin, ouais. Même si ça m'intéresserait en vrai aussi de découvrir, je pense, d'autres philosophies d'entraînement, de voir un petit peu comment les autres font. Je pense que c'est toujours assez intéressant. Mhm. Mais non, pour l'instant, je m'entraîne tout seul et ça devrait être comme ça encore pendant un petit bout de temps, je pense. Je vais revenir dessus, mais enfin, je veux revenir sur ce que tu viens de dire là, sur le fait d'écrire ta propre planification, etc. Mais pour revenir à ce que tu disais avant, parle un petit peu pour peut-être ceux qui ne connaissent pas la course en cyclisme, la compétition en cyclisme. Quels étaient tes gros challenges quand tu es passé justement de cette période d'entraînement où tu te sentais bien à tes premières courses? Qu'est-ce qui est vraiment différent sur la route quand tu commences à faire de la compète? Euh, En fait, c'est une intensité, surtout en fait, donc chez les jeunes, c'est des courses qui sont quand même assez courtes en cadet. C'est moins de 2 heures de course, je pense que ça devait être 1h30, 1h45 de course grand maximum. Et ça part très vite dès le début, quoi. Dès le début, il faut être dedans et il faut être prêt à vraiment souffrir et se faire mal et subir en fait la course, surtout quand chez les jeunes, en fait, c'est des catégories d'âge. Donc, voilà, il y a 2 ans. Et donc, des fois, au final, voilà, il y a quand même des grosses différences morphologiques, hein, à ces âges-là. Donc, il y en a qui sont quand même vachement plus en avance. Donc, moi, au début, quand tu commences en KD1, quand tu découvres les compétitions, vraiment, tu subis, quoi. C'est ce qu'on dit. On dit généralement qu'on subit la course. Et donc, voilà, faut être prêt à se faire super mal et qu'on n'a pas vraiment le contrôle, quoi. Si tu veux suivre, tu n'as pas le choix, tu vois, tu dois suivre. Donc, c'était surtout ça les gros challenges. Tout ce qui est aussi, on n'y pense pas forcément, mais tout ce qui est nutrition autour de la course. Enfin, moi, je me souviens que je prenais un gel avant le départ parce que, moi, je sais pas, genre, je dis, ouais, pourquoi pas, tu vois. Et au final, je faisais, je pense, des hypoglycémies réactionnelles, tu vois. Donc, genre 10-15 minutes après, j'étais pas bien du tout, comme si je faisais une fringale. J'ai dit, mais attends, mais c'est pas possible, genre, comment c'est possible, tu vois. Enfin, bref. Donc, non, il y a plein de choses autour de la compétition qui font qu'il faut s'appliquer un minimum, quoi. Et si on revient sur la partie programmation, comment est-ce que, donc tu dis que tu fais beaucoup de tests sur toi, tu testes des protocoles, des interventions, comment est-ce que tu essayes d'enlever un maximum ton biais personnel par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce que tu n'aimes pas et en relation à ce dont tu as besoin vraiment en tant qu'athlète pour progresser? Je pense que c'est une question intéressante parce que il y a un équilibre aussi à trouver entre ce qu'on a envie de faire et ce qui pourrait sembler être le plus optimal. C'est quand même le vélo, un sport qui demande énormément d'entraînement. Faut aimer ce qu'on fait, quoi. Si on n'aime pas l'entraînement, ça va pas être possible parce que 95%, 90% du temps d'un cycliste, en fait, c'est à l'entraînement. Donc, pour progresser, faudra passer par là. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne va pas tenir sur le long terme.
Tu vois, je pense à Anis Van Der Poel, là, c'était super intéressant son approche où justement je trouve qu'il pense vachement à ça, à rendre l'entraînement agréable pour qu'il puisse le tenir sur le long terme, quoi. Et c'est ça Hmm. qui fera la progression. Pour moi, c'est ça. Donc je sais ce que je peux faire et pour enlever ce biais-là, du coup, bah, justement, j'essaie de trouver le bon équilibre quoi, entre OK, je mets un peu de contraintes et un peu de OK, qu'est-ce qui me fait le plus envie, sachant qu'aussi, généralement, ce qui me fait le plus envie, bah, c'est aussi le truc où je peux me donner le plus et être le plus investi finalement. Donc voilà, il y a le bon équilibre à trouver et je pense que je m'en sors pas trop mal, justement. Sur ces dernières années où tu écris ta propre planification, qu'est-ce qui a changé le plus dans ton approche avec tout ce que tu apprends, tout ce que tu, comme tu disais, consommes comme contenu, etc. Ouais, je pense un des premiers trucs qui me vient en tête, c'est qu'au début, on a envie de mettre des exercices partout, tu vois. Surtout, peut-être c'était parce que j'étais jeune ou quoi, je sais pas. Mais j'ai eu cette discussion avec un entraîneur aussi dans une équipe pro française qui m'a dit ça justement qu'il trouve qu'on a du mal à accepter de faire des séances sans exercice, quoi. Comme si c'était mal, quoi. Faut que toutes les séances. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les magazines un petit peu grand public que je pouvais lire quand j'étais plus jeune, tu vois. On dit, ouais, faut qu'un des premiers trucs qu'il faut faire, c'est se donner des objectifs à chaque séance. Ce que je trouve vrai et ce que je trouve bien, tu vois, d'avoir une séance, bah, ok, tu veux développer l'endurance dans ta séance, tu fais une séance d'endurance. Sauf que peut-être la façon dont moi je l'avais interprété à l'époque, c'était il faut qu'il y ait un exercice à chaque séance, tu vois. Il faut qu'il y ait un truc, tu vois, genre une séance où tu fais rien, juste de l'endurance, c'est pas une séance, tu vois. Et du coup, c'est peut-être le plus gros truc qui a pu changer sur les dernières années où vraiment j'accepte de faire des sorties. Ok, bah, je fais 3 heures, mais si c'est que de l'endurance, enfin, c'est que de l'endurance, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais tendance à toujours rajouter un truc, un petit exo là, un petit truc, enfin, tu vois. Donc, c'est peut-être le plus gros changement. Ouais. En termes de distribution de l'intensité, est-ce que tu fais plus d'endurance qu'avant, moins d'endurance qu'avant? Est-ce que ça a changé un petit peu au cours du temps? Bah, je pense que déjà, j'essaie d'augmenter un petit peu le volume chaque année, progressivement. Donc, j'augmente surtout le volume par la basse intensité. Donc je pense, ouais, je pense que le volume, il a augmenté au fil des années. Après, c'est pas aussi simple que ça, parce que bah, voilà, avec les contraintes de la vie, quand tu fais pas que du vélo, tu peux pas forcément autant maîtriser ton emploi du temps et dire, OK, tous les ans, j'augmente de temps. Donc voilà, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. Donc, tu fais ta planif, tu as parlé de commencer à coacher aussi, donc tu suis des athlètes en cyclisme, c'est ça? Ouais, 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 j'entraîne un mec aussi en course à pied un peu, qui j'ai bien aimé l'approche, qui est venu me voir voilà, qui fait un peu de cyclisme aussi, qui fait du coup cyclisme et course à pied. Et Mhm. bah, moi, je lui ai dit, ok, mais moi, je veux bien, mais moi, course à pied, voilà, quoi, j'ai jamais couru presque, enfin, tu vois. Mais franchement, ça me tente, je veux bien essayer de t'entraîner en course à pied, puis on verra, tu vois. Et donc ouais, j'entraîne aussi un petit peu en course à pied, je trouve ça intéressant de voir, et puis bah, d'avoir cette expérience-là, c'est plutôt cool. Sur cette expérience que tu as là maintenant avec cette personne que tu suis en course à pied, quelles sont pour toi les plus grosses différences que tu vois? Alors, c'est deux sports qui sont assez différents si on prend la nature de la compétition, avec une course à pied qui est un peu plus linéaire ou monotone, on va dire, en termes de Mm. vitesse, avec un cyclisme qui est beaucoup plus dynamique, stochastique. Euh, En termes d'entraînement, ça se traduit par quoi en termes des différences que tu vas voir dans la planification et l'approche? Bah, en soi, dans l'idée, c'est vachement proche, je trouve. Moi. Enfin, dans l'approche que j'en ai, j'ai une approche vachement proche, tu vois, sur les principes de l'entraînement, bah, ce Mhm. sera la même chose, tu vois, progressivité, varier un petit peu les stimuli, tout ça. Donc, en final, l'approche est assez proche. La seule grosse différence, il faut juste faire attention, parce que là, ça ne pardonne pas en course à pied, c'est au niveau de la blessure, quoi. Au niveau de la blessure, du surentraînement, de la charge. Là, en course à pied, ça ne pardonne pas. En vélo, justement, c'est un sport traître, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se surentraînent. Alors, c'est un grand mot, surentraînement, tu vois, mais qui s'entraînent trop, en tout cas en vélo, parce que on n'a pas autant. C'est super rare d'avoir des blessures musculaires. Donc, c'est super rare d'avoir voilà, la fatigue. En fait, on peut s'entraîner en étant fatigué en vélo. Voilà, il n'y aura pas forcément de conséquences directes, quoi. Alors qu'en course à pied, tôt ou tard, il y aura de la blessure si on ne respecte pas la charge. Donc c'est ouais, la plus grosse différence, c'est vraiment de faire attention à la charge, même si voilà, je le fais aussi finalement pour le vélo, c'est juste qu'en course à pied, ça pardonne pas, quoi. Si on parle d'erreurs de planification en cyclisme, qu'est-ce que tu vois le plus souvent avec ton expérience maintenant, avec le testing que tu effectues aussi? Quelles sont les plus grosses erreurs que tu vois en planification pour le cyclisme?
Bah, ça va peut-être reprendre sur ce que je t'ai dit niveau évolution que j'ai pu avoir, quoi. Ça sera de voir beaucoup d'intensité, d'en faire trop, voire presque tous les jours, des fois. Je vois même des personnes que je récupère à l'entraînement, quand je regarde un peu leur passif des entraînements des autres années, ça arrive. Surtout maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui vont s'entraîner avec des home trainers l'hiver, qui vont faire beaucoup de séances sans forcément réfléchir au niveau de leur planification, et puis suivre des séances comme ça que ces sites proposent, tu vois, ils vont proposer forcément, c'est plus fun, entre guillemets. Enfin, en tout cas, le temps il passe plus vite si on fait que des séances un peu intenses, vachement structurées, c'est plus divertissant, quoi. Donc, c'est peut-être le plus gros voilà, piège de la planification, c'est de vouloir trop remettre tout le temps, trop remettre sans prendre le temps voilà, de faire de l'endurance, d'assimiler la charge et de restaurer le système nerveux, tout ce qui accompagne l'endurance au final. Mhm. En cours de saison, tu trouves est-ce qu'il y a des moments où tu t'imposes des breaks de compétition, d'intensité pour justement pouvoir avoir un peu plus de récupération et mieux pouvoir terminer sur ta saison? Comment est-ce que tu organises Mm. ça? Ouais, 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 généralement on le fait, c'est important d'avoir ce petit temps de récupération, même si là aussi dans les erreurs que j'ai pu faire, forcément j'ai fini des saisons sur les rotules, comme on dit, finir un peu bien cramé à partir du mois de septembre, des fois c'est un peu difficile. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça aussi, d'essayer de planifier des petits temps de récupération, des temps sans course aussi, voilà, de ne pas courir tous les week-ends forcément, et puis d'avoir un peu de temps de repos dès qu'on peut. Alors, c'est pas toujours facile à placer dans le calendrier, mais ouais, généralement autour de l'été, c'est bien d'avoir au moins une semaine vraiment tranquille, voire un peu plus, où on peut faire juste, pas forcément des fois coupé, hein, mais des fois, moi, ça m'arrive en tout cas dans les planifications d'avoir une semaine où juste il n'y a pas d'intensité parce que bah, ça permet de récupérer. On ne pose pas le vélo, tu vois, mais juste on continue de rouler et ça permet quand même de bien récupérer. En termes de travail autre que le vélo, est-ce que tu fais d'autres activités? Est-ce que tu fais un petit peu de renforcement ou d'autres éléments qui seraient complémentaires à ta discipline? Ouais, 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 moi je fais un peu de muscu aussi au niveau du renforcement. Je trouve que c'est quand même complémentaire à partir d'un certain niveau d'entraînement et voilà, quand on veut passer un certain cap ou quoi. C'est quand même, je pense, intéressant de l'intégrer. Moi, ça ne me déplaît pas forcément non plus, j'aime bien. Donc voilà, là aussi, quand je te disais de l'équilibre entre niveau contrainte, ce que j'ai envie de faire et tout, bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc je le fais. J'aimerais bien le faire dans un contexte un peu mieux, sachant que j'ai essayé de le faire à la maison. Depuis le Covid, j'avais investi un petit peu dans le matériel. J'avais investi juste avant le Covid, donc j'ai eu le bon timing vraiment. Parce Ouais. qu'après, tout était en rupture de stock pendant 2 ans, il n'y a plus rien. Donc, j'ai eu vraiment le bon timing. Et du coup, bah, j'ai eu un peu de matos, mais ouais, finalement, c'est quand même pas. Tu vois, j'ai refait un peu de muscu à l'université cet hiver. Et je me suis rendu compte en fait, c'était pas la même chose quand même d'avoir des élastiques, des petits haltères, des trucs comme ça. Là, à l'université, on a fait un peu de squat. Forcément, voilà, si tu as un mec avec toi qui peut te parer, si tu as du bon matos, si tu as d'autres personnes qui t'entourent et tout, tu te rends compte que tu peux te pousser vachement plus loin que juste chez toi avec un peu de matos, même si je me démerdais bien. Donc voilà, je pense que je peux faire beaucoup mieux, mais voilà, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Et puis même pour l'aspect athlétique, l'aspect santé, je pense que c'est toujours important d'avoir un petit peu autre chose, quoi. Je pense que cet aspect-là, il est souvent négligé en sport d'endurance, le renforcement. Dans quelle mesure c'est important de le faire, à ton avis? Ouais, ouais, je pense que c'est négligé peut-être pour l'aspect santé plutôt, pour l'aspect plus longévité. Après, pour l'aspect performance, bon, je pense que sur ceux qui ont un temps limité d'entraînement, moi, voilà, je suis quand même nuancé sur l'apport de la préparation physique et de voilà, tout ce qu'on peut faire à côté. Si vraiment pour progresser en vélo, je pense que le mieux, restera de faire du vélo. Donc voilà, il y a une limite à ce qu'on peut attendre au niveau progression avec la préparation physique. Si on a déjà un temps limité sur l'entraînement et que voilà, on est à 6 heures d'entraînement, mettons, et que c'est vraiment déjà chaud de caler 6 heures d'entraînement et que vraiment on a envie de progresser en sport d'endurance et que c'est vraiment notre objectif, bon, bah, je pense que je préfère voilà, caler déjà le temps d'entraînement en vélo plutôt que d'essayer de mettre autre chose. Ouais, je pense parce qu'il te faut de toute façon un certain volume de travail sur le vélo pour être performant. Donc, jusqu'à un certain stade, est-ce que tu dirais qu'il faut plus de vélo avant de rajouter peut-être quel serait ton barème? Quel serait le seuil au-delà duquel tu dirais, voilà, maintenant, on a pas mal d'heures d'entraînement et on peut justifier
allouer peut-être une séance ou deux petites courtes séances par semaine sur du travail de renforcement selon le moment de la saison? Ouais, bah là, je pense en fait c'est surtout une discussion avec l'athlète plus que vraiment un seuil prédéterminé. Plus, bah voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aiment pas ça. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un peu embêtant. Si on veut s'y mettre à la muscu et qu'on cherche vraiment de la performance, je pense qu'il faut quand même s'y mettre, vraiment s'y investir, quoi. Si on le fait à moitié et que ça nous plaît pas trop, bon, voilà, puis même la probabilité que ça tienne sur le long terme. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, faire juste de la muscu l'hiver, il y en a beaucoup qui le font. Mais je pense que c'est quand même limité en intérêt si on veut maintenir les gains toute une saison. Hmm. Si on en fait juste pendant 2 mois, je pense que c'est limité. Donc voilà, quand on s'y met, bah, voilà, je veux que ça soit vraiment une implication qui est toute l'année. Et puis on sait qu'on part là-dessus. Donc ça va être surtout ça, une discussion, même si au final, tu vois, s'il y a un athlète qui a pas beaucoup de temps d'entraînement, mais vraiment il a envie de mettre de la muscu parce que ça lui plaît et tout, et ben dans ce cas-là, on y va, tu vois. Je vais pas lui dire, oh, bah non, tu as que 6 heures d'entraînement dans ta semaine, je préfère que tu fasses du vélo. Tu vois. Non, s'il a envie, bon, bah, il fait, et puis ça sera bien aussi, tu vois. Donc, surtout Ouais, comme ça que je veux. on en revient un peu à cette idée de prendre plaisir à l'entraînement aussi. C'est une part importante si on veut avoir une continuité, une longévité et pas juste nécessairement toujours faire exactement ce qui serait parfait sur papier. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, après, moi, j'aime vraiment l'entraînement, tu vois. Donc, des fois, c'est pas facile. Je me demande un petit peu comment les autres voient un peu les choses, tu vois. Moi, ça va, tu vois, j'ai pas trop de mal. Bon, forcément, il y a des entraînements où c'est plus dur de trouver la motivation. Souvent, même, la motivation avant d'aller s'entraîner, des fois, c'est pas toujours. Après, une fois qu'on est dedans, c'est là que vraiment c'est le plaisir. Donc ouais, moi j'essaie de mettre ça au centre, même si c'est pas toujours facile d'avoir les feedbacks aussi des athlètes, de savoir comment ils ressentent les choses. Mais en tout cas, je fais attention, je pense que c'est super important. Si on parle maintenant du rôle que tu as avec Sport Testing, donc comment est-ce que tu es arrivé, on va dire, dans ce monde de la physiologie du sport ou des sciences du sport et qu'est-ce qui t'a mené et quel est ton rôle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de manière concrète? Hmm. Ouais, bah alors moi c'était je suis allé j'ai envoyé un petit message comme ça un peu un peu pour savoir, ouais, je cherchais un peu à ce moment-là, je réfléchissais à des stages et puis c'est comme ça que j'ai pu échanger du coup donc avec Jonas Foro qui est du coup un des fondateurs de Sport Testing, Mhm. puis échanger un petit peu et puis bon bah c'est tout de suite bien passé. Je pense que à ce moment-là ils n'avaient pas forcément besoin de quelqu'un, mais sitôt que je suis tombé là, puis ils étaient intéressés. Donc voilà, moi je pense que je pouvais apporter des choses en tout cas. Donc voilà, j'ai directement commencé à travailler là-dedans. Moi j'étais, enfin, voilà, je faisais déjà du testing depuis un petit peu de temps, et puis c'était vraiment une passion. Bon, bah, j'ai rapidement su m'adapter à ce qu'on me demandait et tout. Donc voilà, maintenant, je m'occupe pas mal de ce qui est bah, la réalisation des tests, surtout, on commence à en passer pas mal. Cet été, moi, surtout, j'ai travaillé sur les protocoles, l'analyse des données. Voilà, au niveau des tests cyclistes, on n'avait pas encore forcément quelque chose de bien rodé. Donc voilà, là maintenant, on a un protocole qui est bien rodé, une analyse aussi qui est bien rodée parce que ouais, c'est surtout ça. En fait, on peut récolter beaucoup de données, mais après, derrière, il faut savoir les interpréter. Là, avec le type d'appareil qu'on a, donc par exemple pour mesurer les échanges gazeux, qui va être vraiment du matériel médical, où on a en fait, qui n'est pas du tout adapté d'ailleurs, enfin, c'est vraiment un matériel qui n'est pas du tout adapté à l'utilisation pour la performance. C'est un chantier pas possible, quoi. Les données, déjà le logiciel, c'est compliqué. Euh, le logiciel est vraiment pas intuitif et pour récupérer des données autres que bah, VO2 max et en fait autres que ça pour récupérer vraiment tu vois, l'oxydation des substrats, récupérer toutes les autres données qu'on aimerait voir, l'économie et tout. Bah, ça, c'est pas les logiciels qui vont le calculer automatiquement. Voilà, Ah, ils c'est vont pas vrai? du tout de... Non, non, non. Non, du coup, on est obligé de reprendre ces données-là et puis bah, derrière de les analyser pour les refaire. En fait, tu vois, c'est le logiciel. Je pense qu'en fait, bah, la plupart
centres médicaux qui font des tests d'effort utilisent directement, quoi. Ils ont juste un compte rendu. Nous, à la fin du test, on doit valider, on doit savoir pourquoi la personne a arrêté le test. Et donc, tu dois choisir entre. Alors, on n'est pas obligé de choisir, mais si tu veux, c'est soit crise cardiaque, soit arrêt de. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est. C'est en fait. Et puis, à la fin, tu vois, tu peux mettre un compte rendu rapide de comment ça s'est passé. Et ça te met une VO2 max automatiquement, ça te met deux, trois trucs automatiquement. Mais c'est tout. Et pour analyser les données sur le logiciel. En tout cas, c'est vraiment pas fait pour aller loin. Donc, il faut se creuser un petit peu pour ressortir les données, refaire les bons calculs, sortir tout ça, le mettre en forme, organiser un peu tout, essayer de travailler aussi sur des normes pour avoir des jauges et pour savoir où est-ce qu'on se situe. Parce que sinon, il y a beaucoup de données, on ne se rend pas forcément compte. OK, on est à, je sais pas, 0,5, mais OK, c'est quoi? Voilà. Il y a besoin d'avoir un peu de quoi se comparer. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Et puis, tout le travail après d'interprétation pour donner des recommandations, essayer un peu de réfléchir à OK, définir des profils. Ça a été aussi mon travail cet été de définir différents profils et de pouvoir après donner des recommandations en fonction pour adapter l'entraînement. Là, je travaille en ce moment aussi sur des plans d'entraînement. Je pense on va du coup, parce qu'on travaille de plus en plus avec du sportif amateur. Et donc, la problématique du sportif amateur, c'est qu'ils n'ont pas forcément d'entraîneur. Donc, beaucoup, en fait, ils passent le test, mais derrière, ils ne savent pas forcément après comment structurer leur entraînement pendant les mois qui suivent. Donc voilà, je travaille un petit peu là sur des plans d'entraînement en fonction de leur profil, qui sera au final un plan qui est en quelque sorte individualisé, parce qu'il va répondre à leurs besoins en fonction du test, qu'est-ce qui leur ferait le plus progresser dans les mois à venir suivant le test. Et puis, voilà, ils ont comme ça une suite logique des séances, une progression. Et puis, ils savent un petit peu quelle séance effectuer pour progresser. Donc, ça, je pense que ça va être super intéressant et super important d'implémenter ça parce que voilà, ça apportera vraiment une autre valeur ajoutée en plus du testing physio qui est déjà très bien. Mais c'est vrai que si derrière, on ne sait pas forcément mettre en place un entraînement structuré, ça peut être moins utile en tout cas. Ouais, c'est faire le lien entre guillemets le labo qui maintenant est le terrain parce que vous vous déplacez sur le terrain et vous faites ça dans les conditions réelles, mais faire le lien entre ces données, comme tu l'as dit, qui sont pas toujours faciles à interpréter, pas toujours claires par rapport à ce qu'elles veulent dire et comment tu devrais les interpréter, et ensuite ce que l'athlète doit faire pour continuer à s'améliorer. Donc, c'est cool que vous fassiez ce travail entre les deux. Tu as parlé de protocoles cyclisme sur lesquels tu as travaillé et que tu as essayé de peaufiner. Donc, quelle est ton approche maintenant avec un cycliste qui souhaite se faire tester? À ton avis, quelles sont les mesures qui sont les plus importantes, les plus pertinentes à récolter et comment est-ce que tu vas ensuite les récolter sur un test terrain? Alors, du coup, sur les cyclistes, nous, ce qu'on va faire, ça va être un test incrémental pour avoir les différents seuils et puis avoir un petit peu, visiter un maximum d'intensité parce que de toute façon, sur du testing, il y a des compromis, hein. Il y a des compromis à faire entre la longueur du test, entre tout ce qu'on veut mesurer. On peut pas avoir le test optimal pour toutes les mesures en un seul test, quoi. Donc, il va falloir faire des compromis et puis avoir un protocole qu'on va être sûr de reproduire, un protocole qui va nous donner un maximum de données en un minimum de temps. Parce que, voilà, il y a tout un tas de contraintes à prendre en compte. Je pense que le protocole quand même le plus évident qui nous permet de donner le plus de choses, ça va être déjà de partir sur un test incrémental où là, on va pouvoir retirer donc, les seuils ventilatoires, récupérer aussi donc, la VO2, le pourcentage de VO2 max aux différents seuils. Bon, ça, c'est un critère de performance super intéressant quand on voit les athlètes de haut niveau. Enfin, du coup, maintenant, moi, je peux voir la différence entre les athlètes amateurs qu'on peut tester et les sportifs de très haut niveau qu'on teste aussi. Et souvent, c'est les pourcentages de VO2 max aux différences, c'est incroyable, les différences. C'est vraiment incroyable. Ça, l'économie, ça va vraiment être incroyable. Ouais. Vas-y, dis-moi. Tu peux parler un peu de ces chiffres justement pour donner des points de référence. Donc, il me semble que là-dessus, on travaille de manière assez similaire. On a un point d'ancrage maximal qui est la VO2 max. Et après, on va avoir deux points d'ancrage principaux, en tout cas sous-maximaux, qui vont être ce premier seuil, lactatémie ou ventilatoire, selon comment on le mesure. Et deuxième seuil qui est en général ventilatoire. Moi, j'aime bien utiliser la puissance critique si je peux avoir accès à ces informations-là. Et ensuite, comme tu l'as dit, on regarde le pourcentage de VO2 à ces deux seuils.
Qu'est-ce que tu retrouves comme valeur chez les athlètes de haut niveau et qu'est-ce que tu retrouves comme valeur chez les athlètes amateurs que tu testes? Alors, généralement, pour le premier seuil, chez les meilleurs, c'est voilà, autour de 70% de VO2 max minimum, hein. Ça peut être plus. Et Mhm. chez un sportif amateur, des fois, ça va être que 50-60, quoi. Donc, ça fait une différence énorme. Et pour le deuxième seuil, ça peut aller jusqu'à 90% pour un sportif de très haut niveau et jusqu'à 70% pour un sportif amateur, quoi. Donc au final, pour le sportif amateur, tu vois, qui est à 70% au deuxième seuil, le sportif de haut niveau à 70%, c'est son premier seuil. Tu te rends compte de la différence, quoi. Donc, Donc, ouais, pour moi, ce comme tu dis, il y a ce point d'ancrage maximal, mais les points d'ancrage sous-maximaux, ils sont presque plus importants, on pourrait presque dire, même si bien sûr, d'avoir une grosse VO2 max, ça va être un prérequis pour performer à un très haut niveau. Mais malgré tout, ces pourcentages de VO2 aux deux seuils sous-maximaux, ils sont quand même ultra importants. bah ouais, 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 surtout sur des sports d'endurance. Même, tu vois, je sais pas si tu as dû voir ce papier récemment. Je sais plus si c'est pas James Prague qui devait être un des Mhm. auteurs avec Léo Peter peut-être aussi. Enfin Ouais, bref, ou Tim Podlagar aussi. ok, Bref, ouais. qui parlait que le critical power la puissance critique était peut-être plus pertinente dans les études pour définir le niveau qu'une VO2 max, tu vois. Mhm. Je pense que ça serait intéressant parce qu'on se rend compte que le VO2 max, il est quand même pas de temps. C'est un prérequis, mais les seuils, clairement, sur, voilà, pour moi, c'est ce qui fera la différence sur les sports d'endurance qui sont un minimum long. Bon, il est difficilement mieux, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, tu parlais de ce test incrémental que vous faites pour récupérer ces données. Je te laisse continuer sur donc Mm. comment tu mets en place ce protocole et qu'est-ce que tu mesures. Ouais, donc j'aime bien regarder aussi l'économie en course à pied ou le rendement, gross efficiency en cyclisme. Là aussi, hein, on voit vraiment des grosses différences selon le niveau. Et donc, ça donne des bonnes pistes d'amélioration. Ce qu'on peut voir, c'est sur les différentes intensités. Donc, on peut voir un peu, des fois, il y a des intensités qui sont plus en retard que d'autres, si on peut dire ça, qui sont moins développées que d'autres, où il y aurait voilà, forcément peut-être un petit peu plus de travail à faire dans certaines intensités. Parce que vu qu'on a des valeurs références pour pas mal d'intensité. Donc, ça nous permet de voir, voilà, si en comparant à ces valeurs références, est-ce qu'il y en a une qui est un petit peu en dessous. Donc, voilà, Quand économie. tu parles d'économie, comment est-ce que tu vas la calculer, cette économie, avec les données que tu as collectées? Alors, du coup, en cyclisme, moi, ce que je regarde, ça va être de gross efficiency ou rendement brut en français. Donc, ça va être en pourcentage. Donc, ça va être le pourcentage d'énergie qui va être utilisé à la production de puissance. Et ça, c'est super intéressant, tu vois, de voir que généralement, les sportifs de haut niveau, allez, ça va être pour les meilleurs, en moyenne, sur toutes les intensités, peut-être entre 20 et 25%. Donc, c'est-à-dire Mhm. qu'il n'y a que 20 à 25% de l'énergie totale qui est dépensée. On fait le ratio entre donc, l'énergie totale donc qu'on peut mesurer avec les échanges gazeux, donc qu'on peut mesurer du coup en calories, donc kilocalories, voilà. Et pareil, donc la puissance qu'on peut retransmettre en joules et remettre en kilocalories. Enfin bref, on fait le ratio entre les deux et on voit que il y a en fait très peu d'énergie qu'on met en puissance. Mhm. Et je me souviens d'ailleurs dans un cours de physio que j'ai eu en début d'année qui était un cours un petit peu déconnecté du terrain, tu vois. Et il y avait écrit filière, je sais pas, peu importe, peut-être filière. Enfin, c'était déjà, on parle de nom de filière anaérobie et tout ça en cours, hein. Enfin bref, bon, ça m'embête toujours, mais bon, c'est comme ça. Bon, peut-être voilà, filière anaérobie lactique, production 8000 watts, tu vois. Et mon pote, il me dit, 8000 watts, on ne fait pas 8000 watts, c'est pas possible, tu vois. Et je dis, ouais, non, mais je pense qu'en fait, c'est juste, tu vois, la production totale d'énergie qui peut venir de cette filière. Mhm. Sauf qu'en fait, il y a une grande, grande part d'énergie qui va être perdue en chaleur, notamment sur tout ça. Tu vois. Donc ouais, ça c'est toujours intéressant. Et même si je continue là-dessus, c'est les montres, par exemple, les logiciels comme Strava ou Garmin qui vont donner la valeur en calories d'énergie qu'on a dépensé. En fait, ce qu'ils vont prendre, ça va être généralement 25% du travail total en kilojoules qu'on a fourni sur la sortie. Ouais. Et puis, du coup, estimer la dépense calorique. Tu vois.
Donc Mais voilà, ça c'est un prend petit pas peu. en compte, ça prend pas en compte l'économie de l'athlète en On prend pas en individuel compte les qui peut. variabilités individuelles, en fait. C'est Et ça, c'est qu'il y en a ça peut qui. varier de combien à combien. Comme tu disais, tu parlais bah, tu as pas mal de données maintenant sur pas mal de niveaux. Ça varie entre quoi et quoi? Bah, du coup, moi, je regarde, je mets donc le rendement brut au premier seuil, au deuxième seuil et à PMA. Et donc, généralement, généralement, déjà, on est moins économique au deuxième seuil, il me semble. Il y a toujours. Ouais, c'est ça. Je crois qu'au deuxième seuil, la plupart des gens, ils vont être moins économiques. Enfin, il y a un profil qui est différent. Il y a des gens qui vont être très économiques à haute intensité et d'autres qui ne le seront pas du tout, d'autres plus à basse intensité. Enfin, déjà, il y a une grosse variation là-dedans. Mhm. Et puis, donc, ça peut aller, je ne sais pas, à PMA, par exemple, ça peut aller de 16-17% à 27-28%, quoi. Ouais. Maximum. Donc ça fait une grosse différence entre les deux bouts du spectre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, généralement, c'est le volume d'entraînement, c'est les années d'entraînement qui font la différence. Même, voilà, j'avais lu des études là-dessus. Au final, c'est ce qui ressort aussi de la littérature. On est plus économique avec le temps, avec les années d'entraînement, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut passer du temps à faire le mouvement et ton corps, il apprend en fait à travailler de manière plus efficiente. Et j'avais une conversation avec Evan. Je crois que je l'ai posté cette semaine, celui avec Evan. Et on parle de ça en course à pied notamment, où tu regardes les coureurs de longue distance, de haut niveau, et rarement leur course ressemble à ce que tu vois dans un manuel d'entraînement en termes de technique parfaite. Tu regardes, je pense à Paula Radcliffe, par exemple, à l'époque. C'est pas c'est pas une technique de course qui te saute aux yeux comme étant ah waouh, elle court parfaitement, mais il se trouve que simplement du fait des heures et des heures et des années qu'elle a passé à courir, eh ben elle est extrêmement efficiente dans ce pattern de mouvement. Ouais, ouais, c'est ça. Et au final, bah, ouais, c'est difficile de trouver un entraînement, une recette miracle pour améliorer cette économie. Tu vois. Mhm. On essaye de. Tu vois, souvent, il y a quand même pas mal de personnes qui ont besoin de travailler ça. Et des fois, je me pose souvent la question niveau recommandation, quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur donner Deux, deux- concrètement 2 ans de plus. de- Ah, c'est ça, tu vois. Concrètement, là, les gens, ils veulent quand même un truc. Ils peuvent se dire, OK, ça va progresser, je peux m'y mettre. Et j'ai un truc, OK, là, je suis en train d'entraîner mon économie, tu vois. Mhm. Sauf qu'au final, bon, il n'y a pas vraiment d'entraînement spécifique à ça. Puis, bah, c'est le temps qui fera la différence, quoi. Ouais, le temps qui fera la différence. Pour des athlètes qui souhaiteraient se faire tester, alors disons que peut-être ils n'ont pas accès à vos services. À ton avis, quelles sont les mesures les plus importantes qu'un athlète doit retirer d'un test d'effort ou d'un test pour aider à organiser ses entraînements? Quelles sont les mesures qu'il doit chercher à déterminer avec un test? Donc, tu veux dire un test, du coup, qui passe un test physio? Un test physio, ouais. Donc, s'ils veulent aller faire un test, que ce soit dans un labo, que ce soit avec une entreprise comme Sport Testing ou autre, quelles sont les mesures les plus importantes sur lesquelles ça vaut la peine de s'attarder un petit peu? Et au contraire, quelles sont celles qui peut-être ressortent sur des rapports qu'on aurait d'un labo lambda qui ne sont pas si importantes que ça au final? Ouais, voilà. Il y a pas mal de choses à dire. Il y en a beaucoup des données un peu. Donc, forcément, il y a le choix entre les bonnes données, les moins intéressantes. Après, bah, forcément, du coup, si on veut déjà. Alors, enfin, tu vois, il y a les mesures qui nous permettent un peu de définir le profil entre bah, ce qu'on aurait. Voilà, notre profil physiologique, quoi. Donc, concrètement, comment notre corps fonctionne, voilà, qu'est-ce qu'on a comme petite différence avec d'autres personnes. Donc, voilà, qui nous permettra du coup d'individualiser l'entraînement. Hmm. Donc, bah, ça va être au final toutes les données. Toutes les données, elles vont nous permettre de définir ce profil. Donc, il n'y a pas une donnée qui est plus intéressante qu'une autre. Ça peut être sur l'économie, ça peut être sur les seuils, ça peut être sur l'oxydation des substrats aussi. J'en ai pas parlé encore pour l'instant, mais voilà, ce qu'on utilise plutôt, les graisses, les glucides. Euh, donc, il y a toutes ces données-là qui permettent de faire le profil. Après, concrètement, bah forcément, si concrètement tous les jours, ce qu'on utilisera, ça va être les données de puissance, les données au seuil, les zones d'entraînement, Fatmax aussi, donc au niveau de l'utilisation des graisses. Ça, concrètement, si on maîtrise un petit peu, si on a quelques bases déjà d'entraînement, on utilisera ces données-là au quotidien. Donc, à la limite, ce serait presque le plus important. Hmm. Euh, Même si voilà, on peut toujours se débrouiller pour avoir un deuxième seuil euh, avec
sans test physio, tu vois. Les puissances critiques, bon, bah, voilà, c'est quand même une mesure qui est intéressante. Après, le premier seuil, c'est plus compliqué. Donc là, quand même, le test physio, il est plutôt utile. Après, PMA, là aussi, c'est discutable. Moi, je ne l'utilise pas tant que ça, finalement. Bon, voilà. Voilà, je l'utilise pas tant. C'est pas, si on l'enlèverait, je trouverais pas ça trop grave. Mhm. Euh, Après, donc, je fais le tour. Euh, et concrètement, des mesures moins utiles, j'en vois pas tant que ça. Peut-être que j'ai un biais dans. Non, parce que je m'imagine forcément dans ma tête le bilan qu'on redonne. Donc, bon, une donnée qui n'est pas utile, elle n'est pas dans ce bilan, tu vois. Donc, Exactement, j'ai exactement. oublié. Donc, comme ça, je sais pas, non. Tu parlais de la PMA, d'après ce que je comprends, ça reste malgré tout une mesure, même si elle n'est pas nécessairement aussi tangible que ça en termes de fondement physiologique, étant donné que bah, la PMA va dépendre du protocole que tu utilises pour atteindre ta VO2 max. Ça reste une mesure qui est quand même assez communément utilisée, en tout cas dans la parlance en général, et d'après ce que je comprends aussi pour certaines personnes, pour organiser leurs intensités d'entraînement. Ouais, 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 c'est clair que c'est encore beaucoup utilisé. Je la trouve utile. Pour moi, c'est intéressant. Et tu vois, c'est vrai que je dis qu'on pourrait l'enlever, mais c'est quand même bien d'avoir une mesure de puissance, simplement parce que une mesure objective voilà, ça sera important. Surtout, enfin, on parle de cyclisme, sur des courses sur route. La PMA, quand même, c'est un prérequis super important. Pour Mm. gagner des courses, il va falloir être capable d'être bon sur les hautes intensités, c'est obligé. Donc, c'est un prérequis super important. Et dans ce cas-là, ouais, il faut la mesurer. Après, il faut, comme tu dis, c'est très, très dépendant du protocole. Donc, si on veut comparer quelque chose, il faut qu'on compare et qu'on fasse toujours le même protocole si on veut pouvoir comparer. Mhm. Tu vois, on parlait, souvent dans le cyclisme, ce qui va être utilisé si on ne fait pas de test physio, ça va être un test 5 minutes. Le test 5 minutes est quand même difficilement comparable aux données qu'on peut retrouver. Nous, sur un test physio, on va définir la PMA comme la puissance, la plus petite puissance au moment où on atteint le VO2 max. Donc, au final, ça va être souvent beaucoup plus faible que la puissance sur 5 minutes. Mhm. Donc, c'est pas la même utilisation de la donnée. Mais voilà, si on suit toujours le même protocole, on pourra suivre une évolution comme ça. Donc, voilà, donnée qui est quand même importante là-dessus. Mais pour, après, tu vois, guider les intensités d'entraînement, là, c'est vraiment, vraiment risqué. Tu vois, quand on voit la différence individuelle qu'il y a au niveau de l'emplacement des seuils, qui est énorme. Et si on fait tout à partir donc, de la PMA, donc on est obligé de prendre mettons, un pourcentage et qu'on estime à peu près nos zones d'entraînement comme ça, là, c'est du hasard presque, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être une des erreurs que je vois aussi pas mal de beaucoup trop se baser que sur une seule donnée, une seule encre, comme j'aime bien dire aussi, tu vois. Voilà, Mhm. voilà, une seule donnée pour un peu prescrire toutes les intensités, une donnée maximale en plus. Donc c'est toujours risqué, quoi. Ouais, je suis avec toi là-dessus. Pour aller un petit peu plus dans le micro, on va dire, pour parler un peu physiologie, tu prépares, alors tu prépares pas parce que tu es en train de préparer maintenant, mais quand ce podcast paraîtra, tu auras publié ta première formation sur le testing en lactate, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ça sort aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, pour ceux qui écoutent le podcast, le jour de sa parution, le 18 avril, hein, c'est ça? 18 avril, lundi Ouais, 18 avril. c'est Donc, ça. euh, faisons la transition maintenant par rapport à ces tests d'effort que tu effectues. La mesure de la lactatémie, donc peut-être parle du lactate par rapport surtout aux différents mythes qui lui sont assignés encore aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens doivent savoir par rapport au lactate? Le lactate, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on mesure dans le sang? Et dans quel contexte c'est important? Et aussi, comment est-ce qu'on peut tirer de fausses conclusions de cette mesure? Ok, donc bon, ouais, Tu as du il pain va sur la falloir. planche. Ouais, ouais, ouais. Falloir faire des petites pauses entre temps. Donc, ouais, bah alors, déjà, le lactate, la première chose, la seule chose à retenir sur lui, c'est que c'est juste le témoin de l'utilisation de la filière glycolytique. La filière glycolytique, donc ça va être du coup la glycolyse ou la glycogénolyse, donc la dégradation soit des glucides qui vont être circulants dans le sang, soit du coup du glycogène, qui est la réserve des glucides dans le corps humain. Et donc, bah, cette filière énergétique, elle va aboutir à la production de lactate. Donc, ça va être seulement
seulement ça et rien d'autre. Après, ce qu'on va mesurer, nous, donc dans le sang, avec voilà, les tests qu'on peut faire, ça va être donc la lactatémie. Donc la lactatémie, ça va être la concentration de lactate dans le sang. Et cette lactatémie, c'est l'équilibre entre la production de lactate donc, par la filière glycolytique et l'utilisation du lactate. Et donc l'utilisation du lactate, là, c'est aussi tout un champ compliqué et assez vaste parce que ça peut être, le lactate il peut être utilisé soit par les muscles en activité, donc soit directement sans repasser dans le sang, hein, le lactate il peut passer donc d'une fibre à l'autre au sein d'un même muscle, mais le lactate il peut aussi aller dans le sang pour rejoindre donc, le foie et reformer donc, du glycogène hépatique. Et si la demande énergétique est élevée à ce moment-là, il va reformer du glycogène et tout de suite instantanément repartir dans la circulation sanguine et renourrir, pourquoi pas, le muscle qui a produit du lactate en fait juste avant. Et donc comme ça, le lactate est recyclé. Il peut aussi rejoindre donc, d'autres organes comme le cerveau, le cœur aussi. Donc il peut être réutilisé de différentes manières. Et c'est ce qui fait que on a une balance entre les deux. Et puis c'est ce qui voilà. Si la lactatémie elle augmente, ça peut être par une augmentation de la production, mais ça peut être aussi par une diminution de l'utilisation. Donc il y a toujours ces petites nuances à avoir en tête. Par quoi je continue? Est-ce qu'il y a un moyen de différencier entre ces deux paramètres-là? Est-ce qu'il y a une différence au niveau lactatémie à cause d'une baisse de production ou d'une baisse de réutilisation? Est-ce qu'on peut faire la part des choses là-dessus ou pas? À ma connaissance, non. Je sais pas si tu as une solution et que moi je suis pas au courant. Euh, De ce que j'ai pu comprendre des gens avec qui j'ai pu parler jusqu'ici, il semblerait que la mesure de la production de lactate et de la réutilisation de lactate sont extrêmement compliquées à mettre en place, même dans des situations de laboratoire. Et donc, on est à des années-lumière de pouvoir quantifier ça sur le terrain. Et même si on pouvait le faire, beaucoup disent même que ce serait peut-être même pas si intéressant que ça en isolation. Donc, ça ne me dérange pas si on ne peut pas exactement trouver le pourquoi du comment, mais je me demandais si tu avais des pistes. Ouais, mais tu vois, ça me fait penser à ça. J'imagine, tu vois, on voit de plus en plus, enfin, on voit de plus en plus. Enfin, en vrai, ça fait très longtemps que beaucoup travaillent sur un capteur qui pourrait mesurer le lactate en continu, tu vois. Mm. Et bon, on n'a jamais vu ça, c'est encore jamais sur le marché. Donc, est-ce qu'un jour ça y arrivera, tu vois? Bon, on ne sait pas. Mais imaginons, peut-être que tu vois, si on pourrait mettre ce capteur-là sur un muscle, ouais, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la production comme ça? Mais voilà, comment l'utiliser? Parce que c'est pareil, à mon avis, on serait surpris, hein. On verrait 50 millimoles, on serait surpris, tu vois, parce que dans le muscle, c'est ce qui se passe, hein. Je pense qu'on a des concentrations de lactate. Enfin, j'avais lu, ça peut monter voilà, 50 millimoles, ça serait pas surprenant. Donc, ça serait une utilisation, je pense, complètement différente. Et même, voilà, si ceux qui travaillent sur ces capteurs-là, je pense que c'est ce qu'ils doivent se rendre compte s'ils essaient de mesurer le lactate. Le lactate, si tu mesures, tu vois, ils doivent avoir des mesures vachement différentes, à part s'ils le prennent dans le sang, mais s'ils prennent comme le glucose, notamment, qui est dans le tissu interstitiel, tu vois, je pense que la concentration de lactate, c'est pas la même que celle qui est dans le sang. Non. Il y aurait une utilisation qui serait vachement différente. Il faudrait réfléchir à comment on pourrait l'utiliser. Ouais. Donc, Et ça, je pense que ce qu'on verrait, ce serait beaucoup moins propre, entre guillemets, que une prise de mesure par palier comme on le fait, parce que simplement au niveau pratique aussi, hein, tu ne peux pas juste prendre une mesure toutes les 5 secondes. Mais ça me fait penser au graphique que tu sors d'un Moxie, par exemple, où en gros, c'est pas tout propre et c'est pas tout joli et il y a plein de choses que tu comprends pas parce que ça reste de l'instantané et qu'au final, il y a beaucoup de choses qui se passent et que c'est pas toujours facile de démêler ensuite toutes ces informations. Donc peut-être qu'on a meilleur temps même de rester avec nos prises de lactatémie, tu vois, toutes les 5 ou 6 ou 10 minutes, ouais. juste pour pas se faire exploser le cerveau en ayant, en ayant les 600 secondes de lactatémie entre les deux, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai que sans trop y réfléchir, on se dit, ah ouais, avoir le lactate en direct, qu'est-ce que ça serait bien? Mais après, quand on réfléchit, c'est sûr que pour la complexité, je pense, de l'analyse, après, ça apporterait sûrement des choses, hein. Dans un contexte de recherche, je pense que ce serait vraiment passionnant parce qu'on Ouais. aurait quand même des surprises, hein, je pense. Mais bon, à utiliser en pratique sur le terrain, ça reste compliqué. Et dans ce cas-là, la mesure de la lactatémie, ça reste quand même
relativement pratique parce que c'est une mesure assez systémique au final qui Mm. représente un peu, l'équilibre global entre la production et l'utilisation du lactate. Et donc, dans ce cas-là, pour définir quand même des intensités d'entraînement, on se rend compte que c'est assez utile et c'est au final assez utilisé hein, dans le contexte du sport de haut niveau. Voilà, il y a quand même pas mal d'athlètes qui utilisent ça, qui n'ont pas forcément accès en fait, à une mesure. Déjà, une mesure, en fait, je pense tu vois, dans le cyclisme, on a la puissance déjà, alors que il y a des disciplines comme le trail, par exemple, pour prescrire des intensités d'entraînement, c'est vachement compliqué parce que une vitesse, quand tu fais du trail, tu ne peux pas te placer sur une vitesse, la Ouais. fréquence cardiaque a ses limites. Enfin, dans ce cas-là, quand même, le lactate, c'est super utile pour prescrire les intensités d'entraînement. Donc, déjà, en faisant un test physio en amont pour définir des différents seuils. Donc, on Mm. a le premier seuil du lactate, le deuxième seuil du lactate, qui sont donc les seuils qui sont super importants à mesurer aussi donc pour prescrire les intensités d'entraînement. Donc, le premier seuil, ça va plutôt être utile pour prescrire tout ce qui est séance d'endurance. Ça va nous donner la limite haute du domaine d'intensité. Ça, t'en as parlé dans ta formation. Voilà, le domaine modéré modéré élevé, c'est ça? Mm. Non. Euh, C'est ça, ouais. Modéré élevé, ouais. non, le premier seuil, ouais, si, c'est ça, modéré Ouais, élevé. modéré élevé, ouais. En plus, il Donc, vient de ouais. toi, le terme élevé, il vient de toi, hein. Ouais, ouais. J'ai toujours envie de mettre un truc en dessous de modéré. Parce que modéré, ça me fait penser plus à la zone entre les deux, tu vois. Plus Ouais. entre zone 3, tu vois. On va mettre la zone facile, quoi, le domaine facile. Si on pouvait renommer ces termes dans la recherche en anglais, on pourrait certainement faire mieux que modéré, parce que c'est vrai au début, quand j'ai commencé à lire les études en anglais sur ces différentes intensités d'entraînement, tu comprends pas tout de suite de quoi ils parlent, en fait. Mais en fait, c'est des démarcations qui sont extrêmement précises si on utilise la bonne terminologie, mais après, faut-il encore la connaître? C'est ça. Bref, donc en tout cas, bon, le premier seuil détermine un peu le haut de la zone d'endurance. Et puis, le deuxième seuil, ça va être une intensité déjà qui va être un gros facteur de performance quand même dans tous les sports d'endurance. Et puis, ça va nous permettre déjà de s'entraîner précisément autour de ce seuil-là, donc sur les entraînements, soit un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, exactement à ce seuil. Donc voilà, super intéressant. Et puis super intéressant à suivre, du coup, étant donné que c'est un gros facteur de performance. Si on a une mesure objective qui nous permet de le mesurer, c'est super important parce que on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc, si on ne mesure pas, c'est quand même compliqué de savoir si on progresse ou pas. Donc, en ce sens-là, je pense que quand même les tests de lactatémie, ça a une vraie utilité. Ça a l'avantage d'être relativement accessible. Enfin, en tout cas, je pense que c'est les tests les plus accessibles physiologiquement, Hmm. tests physiologiques les plus accessibles qu'on peut avoir. Ça reste un investissement, mais c'est voilà, probablement le plus accessible. En tout cas, le rapport intérêt, accessibilité est plutôt bon pour les tests de lactate. Donc c'est cool, ça peut nous permettre aussi de l'utiliser donc sur le terrain. On peut facilement mettre des tests en place sur le terrain, on peut facilement l'utiliser pendant nos séances d'entraînement aussi pour vérifier qu'on est bien dans les bonnes zones, pour euh, faire aussi un peu de tests au final sur les séances d'entraînement. Enfin, moi, ça m'arrive sur les séances au seuil. Voilà, c'est pas un test concrètement que je suis en train de faire, standardisé et tout. Mais bon, je peux mesurer la lactatémie pendant cette séance-là, ça me donne quand même un petit peu une idée de si j'ai progressé ou pas, quoi. Hmm. Donc, En termes de comment tu vas déterminer ton premier seuil pour un cycliste, quelle méthode d'analyse sur cette courbe de lactatémie tu vas utiliser pour déterminer ce premier seuil? On sait qu'il y a moult méthodes de calcul. Laquelle toi tu décides d'appliquer et pourquoi? Ouais, au niveau des méthodes de calcul pour le premier seuil, il y a quand même, il y en a, mais c'est au final, ça peut avoir un intérêt dans le sens où on standardise, on fait toujours le même calcul et ok, on sait que voilà, il n'y a pas de biais humain à l'intérieur de ce calcul, parce que ça reste un calcul. Après, voilà, la méthode visuelle est quand même assez, et je trouve plutôt bonne, plutôt efficace pour le premier seuil qui est assez visible chez. Alors, ça dépend des gens, mais voilà, sur un athlète très entraîné, généralement, le premier seuil est très visible parce qu'on va avoir, voilà, si on fait un test palier, les premiers paliers où la lactatémie, elle va probablement même diminuer un petit peu parce que le système oxydatif est de plus en plus actif, il prend de plus en plus part. On utilise là le côté production, utilisation, il est peut-être plus du côté utilisation que production. Donc, on utilise pas mal de lactate sur ces premières intensités. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une lactatémie qui est plate, voire qui diminue un petit peu. Et puis, on a
première augmentation, un premier point d'inflexion. Et donc, moi, je définis le premier seuil comme l'intensité qui est juste avant, le palier qui est juste avant l'intensité où on a une augmentation de la lactatémie qui va être voilà, que ça soit au-dessus du niveau de base. Donc, ça peut être généralement 0,5 millimol, généralement, ça tombe à peu près bien. Et moi, je prends le palier qui est juste avant, quoi. Ok, et pour le deuxième seuil, donc je suis en accord avec toi sur ce premier seuil et à prendre en compte que ça fait très très peu de temps que j'ai commencé à inclure les tests de lactatémie dans mes protocoles, donc je suis encore tout nouveau à ce côté-là des choses. Maintenant, sur le deuxième seuil, d'après ce que j'ai pu voir, il semblerait que le Dmax modifié soit la méthode de calcul préférée pour, en tout cas, qui se rapproche le plus du MLSS. Si on prenait ça comme valeur de deuxième seuil au niveau lactate. Le problème que j'ai avec ces méthodes de calcul sur le deuxième seuil, c'est qu'elles vont être, et je serais intéressé d'avoir ton avis, c'est qu'elles vont être grandement dépendantes sur où tu termines ce test. Étant donné qu'on prend le point d'ancrage minimal sur le Dmax modifié comme étant, si je ne me trompe pas, la puissance où on a une augmentation de plus 0,4 millimol et ensuite on trace une ligne entre ce point-là et ta lactatémie maximale et ensuite on prend la distance perpendiculaire maximum à cette ligne. Pour ceux qui ne le voient pas visuellement, je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire mieux que ça en audio. Dans ma préparation, il y a des graphiques, il y a tout. Il y Comme a- ça, on voit tout en détail. Et ouais, voilà. ouais. C'est l'avantage d'avoir un support vidéo quand même. On se rend compte que des fois, c'est quand même utile, notamment pour présenter aussi. Tu vois, je présente beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière la physiologie du lactate, comment il est produit, comment il est réutilisé. Mhm. Sans le graphique, ça serait compliqué, hein. Je pense que j'aurais du Ouais, mal exactement. à expliquer. Donc voilà, j'ai fait un gros travail là-dessus que j'ai trouvé vraiment intéressant, hein, d'ailleurs, de remettre ça en graphique, d'ajouter aussi des animations pour donner un ordre aux choses. Et Mhm. au final, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué à expliquer quand j'avais un bon support, tu vois. Non, c'est ça, Parce mais c'est important d'avoir le support visuel. Donc, ah oui. pour tous ceux qui souhaitent comprendre tout ça mieux, bien sûr, allez checker la formation de maths. Mais donc, qu'est-ce que tu penses de cette de ce deuxième calcul ou de ce calcul pour le deuxième seuil au niveau lactatémie, qui est encore une fois grandement dépendant de où tu termines ce test? Est-ce que tu étais à intensité maximale? Est-ce que tu étais bien au niveau nutritionnel? On sait que ça va avoir un impact sur le lactate. Est-ce que tu étais bien reposé? On sait que le lactate peut être un petit peu bas aussi si on n'est pas, si on n'est pas en pleine capacité de nos moyens. Donc, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce deuxième seuil? Mm. Ouais, ouais, non, mais tu as raison. C'est pour ça que moi, je recommande pas d'utiliser en première intention les modifiés des max. Et il y a aussi log poly modifié des max aussi qui est pas mal, qui va utiliser. Au lieu de prendre une augmentation de plus 0,4, on part de log-log. D'accord. Donc c'est un modèle mathématique en tout cas. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle, mais dans l'idée, on a ces deux méthodes-là qui fonctionnent plutôt bien, mais il faut vraiment se méfier. Je ne les utilise pas en premières intentions. Je pense que voilà, le deuxième seuil, généralement, en regardant les valeurs absolues de lactate, on le détermine quand même aussi assez simplement, enfin, en regardant la courbe, si on a une belle courbe, entre guillemets, s'il y a des belles, des mauvaises courbes, mais en regardant une belle courbe, on le détermine quand même dès qu'il y a une augmentation de plus de 2 millimoles généralement entre deux paliers. Parce qu'on va passer le premier seuil. Après, généralement, genre 1 à 2 paliers, alors ça dépend, mais généralement 1 à 2 paliers, peut-être, ça dépend de l'incrémentation de puissance, ça dépend de plein de choses, mais généralement 1 à 2 paliers, la lactatémie, elle va augmenter progressivement linéairement, ça va peut-être être plus 0,8, plus 1 millimol entre chaque palier. Et puis d'un coup, on va prendre 2 ou 3 millimoles d'un coup. Et donc dans ce cas-là, moi je définis le deuxième seuil à ce moment-là en fonction de l'augmentation. Si on passe, s'il y a une augmentation, mettons, de 5 millimol, enfin non, les 5 millimol, c'est pas possible, c'est rare. Mais là, c'est sûrement qu'il y a un problème au niveau de la mesure. Mais s'il y a vraiment une grosse augmentation qui va être plutôt proche des 2,5, ce qui arrive, généralement, c'est que le deuxième seuil, c'est l'intensité à laquelle on a fait le palier donc juste avant, quoi, voilà, pas plus, parce que dès qu'on passe, moi je fais des incrémentations de 25 watts généralement, dès qu'on passe 25 watts au-dessus, si on gagne 2,5 millimol en 6 minutes, c'est que vraiment on était au-dessus du seuil. Donc généralement, ça me permet de faire un petit peu comme ça la distinction pour savoir à peu près quelle intensité on pourrait fixer ce seuil-là. Et donc, c'est comme ça que je fais. Et si des fois, ça arrive notamment sur des personnes moins entraînées,
qui ont des courbes moins belles, entre guillemets, qui ont une courbe qui va être plus, qui va être voilà, un sportif bien entraîné, ça va être assez plat au début. Il va y avoir une première augmentation, ça augmente un peu linéairement, puis paf, une deuxième augmentation et ça se voit bien. Après, quelqu'un qui est moins entraîné, ça va être pas linéaire sur tout le test, mais ça va être un petit peu moins facile de voir des démarcations. Et dans Ouais. ce cas-là, ça peut être utile d'avoir modifié des max pour se donner une petite idée. Et voilà. Moi, généralement, de toute façon, modifier des max, ça tombe à peu près bien à chaque fois. Franchement, Mhm. c'est influencé probablement par la valeur max, mais si on se donne au maximum, en tout cas, qu'on est quand même proche, qu'on est en zone 5, voilà, la différence, ça va pas être, on va pas être même si on est fatigué, même si ce n'est pas vraiment le max du max, mettons qu'on sera à 8 ou 9 millimoles. On ne sera pas, quoi qu'il arrive, en se donnant à fond, on ne va pas monter à 18 millimoles, quoi. Donc il y Mhm. aura peut-être une différence de 1 ou 2 millimoles. Et je pense que voilà, au final, sur la précision de la mesure du seuil, ça n'impacte peut-être pas tant que ça. Alors, voilà, si on n'a pas le choix, ça peut être quand même une mesure intéressante. Et Mhm. même pour la courber bien, hein, mais même ça m'arrive de jeter un œil à cette mesure, voir ce que ça donne. Mhm. Je vais bien vérifier, voir un peu objectivement, parce que des fois on peut se tromper, parce que on est humain et que voilà, on peut mal voir les choses, quoi. Mais, Ouais, voilà. ouais, non, tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux parler de la relation entre l'oxydation des graisses et la lactatémie? En tout cas, au niveau théorique, il me semble que le fat max va coïncider avec le lactate min, si on peut l'appeler comme ça. Là où on aura les valeurs de lactatémie les plus basses, on verra les valeurs d'oxydation des graisses les plus hautes. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans tes tests, dans tes profilages? Comment est-ce que tu vois ces deux différents paramètres à interagir? Ouais, c'est vrai que maintenant que j'ai en plus du coup le côté des tests physio avec la mesure réelle du fat max, je vois aussi à quoi ça ressemble un fat max. Et déjà, c'est pas un point, clairement, c'est pas un point. C'est vraiment. Après, là aussi, ça dépend quand même assez du niveau d'entraînement. Mais généralement, un athlète qui est bien entraîné, ça fait quand même un certain plateau. Et au final, son fat max, il va être sur une assez grosse plage d'intensité. Donc, ça se rapproche du lactate mi, ça se rapproche du premier seuil. Après, on ne peut pas forcément définir. Je pense qu'il n'y a pas non plus tant intérêt que ça au final à définir une intensité très précise pour le fat max parce que, parce que voilà, en fait, ça va être une plage d'intensité. Le moment, moi, je le définis, le fat max, quand je le mesure sur les tests physio, juste avant qu'en fait, généralement, ça fait un plateau et d'un coup, il y a une chute en fait, de l'oxydation des graisses. Et pour moi, le fat max, ça va être à ce moment-là, ça va être juste avant la chute de l'oxydation des graisses. Donc voilà, généralement, ça coïncide très bien avec le premier seuil. Et donc ça, au niveau du lactate, ça s'explique parce que le lactate pourrait inhiber du coup, la lipolyse, donc en fait l'oxydation des graisses. À partir, donc, dès qu'il y a beaucoup de lactate, en fait, ça va limiter l'entrée des acides gras libres dans la mitochondrie et l'oxydation à l'intérieur de la mitochondrie aussi des acides gras. Et donc du coup, bah, forcément, si on a du coup, un gros flux de lactate, une grosse production de lactate, on a aussi moins d'acides gras qui peuvent rentrer dans la mitochondrie et qui peuvent être utilisés. Et donc, plus de lactate est utilisé à la place, en fait, hein. Et donc, sur l'augmentation des intensités, c'est pour ça que ça coïncide très bien avec le premier seuil, parce que le premier seuil, ça va être un moment où on augmente l'intensité graduellement, on tombe sur le premier seuil, et ça va être le moment où la lactatémie elle va commencer à augmenter, la production elle va commencer à augmenter, on va utiliser de plus en plus la filière glycolytique, et donc dans ce cas-là, on limite l'utilisation des graisses, quoi. Matt, parle-nous un petit peu de ta formation sur le testing avec le lactate pour terminer cet entretien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était chouette de te recevoir et de parler de tout ça. Mais donc, ouais, vas-y, je te donne la parole et parle-nous un peu de ta formation. Où est-ce qu'elle est disponible? Où est-ce qu'elle sera disponible si on veut parler au présent et de quoi tu parles dans cette formation exactement? Ah merci beaucoup, Sean. Merci. Donc, ouais, alors cette formation, le but, c'est vraiment un petit peu de démocratiser ces tests de lactate et de donner un peu, moi, ce que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé les tests de lactate il y a un petit peu plus d'un an, où en fait, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait vraiment pas grand-chose du tout. Et quand je demande en plus un petit peu autour de moi, voilà, pas grand monde le connaissait, pas grand monde savait comment l'utiliser. Sur Internet, en français, il y avait rien. Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas forcément fait de recherche récemment, mais je ne crois pas que quelqu'un s'est mis à Hmm. parler des tests de lactate sur Internet en français, à part toi récemment qui s'y est mis, mais voilà, c'est tout. Donc, il n'y a quand même vraiment pas grand-chose. En anglais, il y a un petit peu plus de choses, mais pas tant non plus.
Et donc, voilà, le but, c'est d'apporter le côté théorique de voilà, ce qu'il faut savoir sur le lactate, sa production, comment il est réutilisé, à quoi il sert physiologiquement, voilà, pouvoir voilà, facilement le comprendre, déceler aussi les mythes, enfin, en tout cas ce qui peut être dit de faux sur le lactate, en tout cas de savoir l'expliquer aussi, de ne pas juste dire ok je sais que ça c'est faux mais je ne saurais pas l'expliquer, quoi. Là le but c'est déjà de comprendre tout ça et puis après d'aller sur le côté pratique, moi de partager mon expérience parce qu'il y a pas mal de choses au final qu'on apprend quand on passe beaucoup de tests, on apprend comment bien prendre les mesures, c'est pas forcément évident au début. Au début j'ai un peu galéré honnêtement, on n'est pas il y a très peu, voilà, il n'y a pas de conseils sur Internet sur comment faire pour avoir une belle goutte et tout. Donc, c'était un peu galère. Donc, il y a plein de petits trucs à savoir. Et puis voilà, je pense qu'après, le but, c'est de pouvoir après faire ses propres tests ou de mettre en place des tests pour tester ses athlètes. Je pense que voilà, il y a de plus en plus d'athlètes qui sont intéressés par ça. Voilà, pas tous les athlètes ont envie de le mettre en place par eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas forcément impliqués dans leur entraînement, mais juste voilà, ils sont intéressés. Ils voient aussi probablement, je pense, les meilleurs athlètes qui l'utilisent de plus en plus. Enfin, je vois dans le monde du triathlon, surtout, beaucoup l'utilisent. Encore, il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo de Lionel Sanders, qui est un triathlète professionnel. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo où il explique qu'il se met au test de lactate parce qu'il pense il a besoin en fait, de mieux monitorer son entraînement. Il explique dans cette vidéo qu'il était toujours dans le no pain, no gain, toujours faire des entraînements toujours plus durs et tout. Et qu'au final, il se rend compte que c'était pas, il passait à côté de beaucoup d'adaptations. Et donc, il veut avoir une mesure objective. Il veut contrôler ses adaptations, contrôler ses entraînements, parce que du coup, il va aussi l'utiliser pendant ses entraînements. Et voilà, maintenant, quand je vois ces vidéos un petit peu vlog où il suit ses entraînements, il va toujours un petit peu voilà, suivre sur les séances d'endurance, sur les séances de seuil, comment ça se passe. Et, et voilà, donc c'est le but de cette formation qui est disponible donc, dès aujourd'hui lien dans la description. Ouais, tu me l'enverras dès qu'elle sera disponible sur le sujet de Lionel. J'ai commencé à regarder ses vidéos récemment aussi et je suis tombé sur cette vidéo d'une heure, je crois, ou d'une heure et demie où il fait ce test qui semble extrêmement compliqué de réutilisation du lactate. Je ne sais pas si tu l'as vu celle-là. Ouais, j'ai dû zapper un peu, mais j'ai pas tout regardé. Et ouais, oui, il me prend des mesures de lactate aussi, c'est ça? Ouais, mais le protocole est extrêmement compliqué et obscur avec des hautes intensités, des basses intensités, des remontées, des redescentes et au final, je pense des calculs très, très compliqués. Enfin, il faudra que je te l'envoie et puis que tu me dises ce que tu en penses. Je ne connais pas tout, bien sûr, donc je peux tout à fait me tromper, mais de prime abord, il me semblait que ça me semblait pas extrêmement cohérent comme approche de test de Il a lactatémie. changé d'approche quoi, vraiment récemment et je pense que ça a pu. Dans ses dernières vidéos, quand même, il montre qu'il a vraiment eu une évolution là, un déclic. Ouais, non, alors, je suis d'accord avec toi sur les dernières vidéos. Ça, c'était un peu plus ancienne, il me semble. Mais ouais, ça me paraissait extrêmement obscur comme protocole. Il faudrait que je te l'envoie et que tu me dises ce que tu en penses. Ouais, je regarderai. Ouais. Ouais. Super. Bah, écoute, Matt, c'est vraiment chouette de te recevoir. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Ouais, sur à peu près pas mal de réseaux, sur Instagram par exemple, sur Twitter, sur Strava aussi pour les cyclistes, ou en tout cas ceux qui pratiquent un sport d'endurance. Enfin, même il y a de plus en plus de sports sur Strava, donc maintenant tous les sportifs vont être sur Strava. C'est peut-être leur ambition d'ailleurs, je pense. C'est Je possible. pense. Donc voilà, ouais, c'est là-dessus qu'on peut me suivre. Super. Eh ben, le lien pour ton podcast est également dans la description, ta newsletter pour Cyclist Performance. Donc, allez vous abonner à la newsletter de Matt. Allez checker ce qu'il fait sur Instagram et sur son podcast. Matt, merci encore d'être venu aujourd'hui sur le podcast me rejoindre et d'avoir partagé tout ça. Ça roule. Merci beaucoup, Shane, pour l'invitation. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!